Tu vas le faire! Tu vas le faire! Nouvelle rubrique dans Vélo Podcast. On va maintenant remonter le temps et avoir le sourire, puisqu'on va parler aujourd'hui d'une belle victoire française, Guillaume. Et cette nouvelle rubrique s'appelle « Comment j'ai gagné ?» Le principe, demander à un coureur de revenir sur une de ses victoires. Et pour inaugurer la rubrique, nous avons l'honneur d'avoir Sylvain Calzati. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. On va rappeler juste quelques équipes dans lesquelles tu as pu courir. Jean de la Tour, Cofidis, Barlow World, Octos Saint-Quentin, RAGT Semence, MG Rover, AG2R, Agritubel, Sky et Bretagne Schuller. Bon, commençons donc Sylvain. Nous sommes le 9 juillet 2006, un jour spécial puisqu'il y a la finale de la Coupe du Monde 2006, un France-Italie en football. Pour toi, le franco-italien, c'est un peu spécial, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, je rappelle, 8e étape du Tour de France en 2006, entre Saint-Méen-le-Grand et Lorient en Bretagne. On va remettre un peu dans le contexte de la course. L'Ukrainien Serhii Onchar de la T-Mobile est maillot jaune depuis la veille, après une belle victoire sur le chrono à Rennes. Toi Sylvain, donc tu es chez AG2R à l'époque et tu termines 115e sur le chrono à plus de 6 minutes. Et au général, au matin de la 8e étape, tu es 76e à plus de 7 minutes. Alors au départ de la course, au départ de cette étape, c'est quoi ton état d'esprit? Est-ce que dans ta tête, tu te dis, je vais prendre l'échappée? Au départ, c'était prévu que je fasse l'étape en pensant gagner l'étape, puisque en fait la veille, il y avait le chrono évidemment, et j'avais coché l'étape pour le lendemain, parce qu'en général, quand le chrono se situe la veille, il y a toujours des bons de sortie plus ou moins pour l'étape du lendemain. Et c'est vrai que cette étape-là, je l'avais cochée et j'avais dit à tout le monde demain, je gagne l'étape. Et j'ai eu la chance de pouvoir gagner, donc c'est vrai que c'était assez fantastique de pouvoir mettre la balle au fond. Et voilà, ça s'est juste super bien délivré tout au long de l'étape. Ouais. Alors, faut savoir que cette étape-là en Bretagne, elle est pas difficile sur le papier quand on la regarde, mais par contre c'est assez accidenté. Il y a des bosses un peu tout le long. Donc le départ est donné. Tu es dossard numéro 34. Raconte-nous juste un peu le début de course. Comment tu prends l'échappée? Comment ça se passe pour toi ce début de course? Et en fait, le début de course a été de mémoire très mouvementé. Il y a eu beaucoup d'attaques, ça roulait très vite, comme à chaque étape du Tour de France. Pour prendre la bonne, c'est toujours très compliqué. Il me semble qu'il y avait une échappée qui était partie avec un de mes coéquipiers et un copain, Samuel Dumoulin. Et c'est celle d'après qui est sortie, c'est celle où j'étais dedans. Et on a fait un peu plus de 150 km d'échappée. J'ai plus trop de souvenirs par rapport à ça par contre. C'est ça exactement. Et d'ailleurs, la moyenne est très élevée, puisqu'on est à environ 43 km/h de moyenne à la fin de l'étape, donc que tu remportes à la fin. Mais alors, juste pour rappeler sur l'échappée, vous êtes donc 6 à l'avant. Toi, avec Patrice Algan de la Crédit Agricole, David Zabriskie de l'américain de la CSC, Mathias Kessler de la T-Mobile, le belge Mario Hartz de la Davitamon Lotto et le suédois Kjell Karlström de la Liquigas. Alors, quand tu arrives dans l'échappée, j'imagine que ça se parle. Comment elle se passe un peu la collaboration, sachant que Mathias Kessler est dans l'équipe du maillot jaune? En fait, on se parle pas trop parce que on est avant tout adversaires. On essaie de s'entendre pour qu'on puisse aller le plus loin possible. Déjà, il y a la barrière de la langue, donc c'est toujours plus difficile de collaborer quand c'est comme ça. Et la seule personne avec qui je parlais le plus, c'était avec Patrice Algan. On essayait de s'entraider et puis de se donner des infos plus ou moins pour qu'on puisse sortir à un moment donné sans aller chercher l'un ou chercher l'autre, quoi. Parce que quand on regarde un peu cette échappée, clairement il y a de sacrés clients dans ce groupe quand même, Sylvain. Je pense même là, je vois Mario Haas, Mathias Kessler, David Zabriskie, et ça roule fort, quoi. Ouais, ça roulait fort, mais comme je vous dis, ce jour-là, je pense qu'il pouvait rien m'arriver. Donc j'étais dans une forme exceptionnelle tout au long de ce Tour de France et c'est vrai que ce jour-là, je pense qu'il y aurait pu y avoir, à part les gros leaders, là je me serais fait taper dessus, mais je voyais bien dans les monts de Bretagne que j'étais plus fort qu'eux de toute façon. Vous avez beaucoup d'avance, jusqu'à 6 minutes. Donc après le peloton, on se met à rouler un petit peu, notamment pour les sprinters. La Quick Step ne roulera pas d'ailleurs, c'est ça aussi qui a peut-être joué aussi pourquoi le peloton n'a pas rattrapé l'échappée. Et du coup, il faut savoir aussi que depuis ce début de Tour 2006, aucune échappée n'avait été au bout. Toi, à ce moment-là, quand tu prends cette échappée, à quel instant tu te dis on a nos chances? Ça y est. 45 km de l'arrivée, on avait encore pas mal d'avance. Et moi, je communiquais beaucoup avec Julien Jourdi, qui était mon directeur sportif. Moi, je disais, faut que je m'en aille, faut que je les flingue parce que j'en peux plus là. Il faut que ça sorte, quoi. Et il me disait non, tempère encore, attends encore un peu. Moi, dans ma tête, je savais qu'il fallait que je sorte pour aller au bout, quoi. Il fallait pas que je reste dans le groupe. Au prix d'un bel effort à 30 km de l'arrivée, Sylvain Calzati accélère et décide de partir seul conquérir
son premier succès sur le Tour. À ce moment-là, tu profites pour t'échapper seul sur un faux plat montant. Raconte-nous un peu cette attaque. C'était prévu que c'est à ce moment-là précisément ou est-ce que tu l'as bien senti? Alors là, c'était une belle petite anecdote. À ce moment-là, je redescends à la voiture pour prendre un bidon avec Julien Jourdi. Je lui prends le bidon et je lui dis j'attaque. Et à ce moment-là, il me dit non, Sylvain, t'attaques pas, t'attends encore. Et comme d'habitude, je l'ai pas écouté. Et remonté et je flingue aussitôt et puis voilà, c'était parti. Alors il y en a que deux qui arrivent vraiment à essayer de te suivre, on va dire, même si l'écart est assez vite fait, c'est Patrice Algan et Karlström. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné en te retournant? Tu te dis comment ça se passe quand on attaque comme ça? On se retourne pas et puis on fonce et on écoute l'oreillette? Ouais, enfin moi on avait l'oreillette, donc je savais ce qui se passait derrière. Je me suis pas retourné une seule fois et honnêtement j'étais sûr que personne pouvait rentrer, donc j'étais sûr de ma force et sûr de mon coup, donc c'est facile après coup de le dire, mais même pendant l'étape, je sentais que ce jour-là il s'est passé quelque chose et je sentais que j'étais vraiment au-dessus, quoi. Qu'est-ce qui est le plus dur à la fin? Parce que quand on voit la fin de l'étape, c'est des grandes lignes droites, on était je crois à des passages sur l'autoroute si je dis pas de bêtises. Il y a du vent. Est-ce que c'était pas les plus difficiles? C'était pas, comme c'est facile à dire, mais les derniers kilomètres où on voit en fait vraiment que il y a votre directeur sportif qui vient vous voir pour vous féliciter. Du coup il y a le vent, tout ça. Est-ce qu'on se dit pas bon, faut que ça se termine, ouais. Faut que ça se finisse? Là encore, il y a une belle petite anecdote à raconter. Au briefing le matin, comme j'étais un peu bout en train dans l'équipe, j'écoutais pas le briefing et je racontais des conneries comme d'habitude. Et à un moment donné, il nous a mis Vincent Lavenu et Julien Jourdi ont certainement dû nous parler de la fin de l'étape. Et je savais pas comment c'était la finale, sur la 2x2 voies, je crois que c'était à l'époque, on passait sur l'autoroute, quoi. Ouais, ça. Et puis bon, moi je suis échappé, je suis tout seul et j'arrive sur cette route. Et je vous jure que dans ma tête, je me suis dit putain, je me suis trompé de route, il n'y a plus personne. Il y avait plus un spectateur, plus personne. Et là, je me suis dit t'as pas écouté, quoi. Et puis voilà, après Julien était avec moi dans l'oreillette, donc il m'a rassuré et dit voilà, là pendant tant de kilomètres t'auras personne sur le bord de la route. Et voilà, donc en fait ce jour-là j'avais pas écouté non plus, quoi. Il bute un peu là face au vent, mais c'est normal, mais il reste plus beaucoup de kilomètres maintenant à accomplir, et surtout la présence de l'Ardoisier qui lui confirme que les écarts restent stables. Ne manque pas de l'encourager à continuer son effort. Raconte-nous un peu du coup comment t'as vécu ce dernier kilomètre, parce que c'est un moment inoubliable, j'imagine. Le dernier kilomètre, ouais, j'étais sur un nuage, quoi. Je savais déjà au bout de 10 km de l'arrivée que j'avais gagné déjà, donc j'ai eu le temps de savourer vraiment. Il y a 2 minutes d'avance, pour dire, avec Algan et Karlström, et quasiment 3 minutes sur le peloton à ce moment-là. Voilà, exactement, donc je savais que j'avais course gagnée et on profite vraiment de l'instant. C'est l'année d'honneur pour ce jeune coureur de 27 ans de la G2R, Sylvain Calzati, qui a remporté l'une des plus belles victoires de sa carrière. Et c'est marrant parce que dès qu'on franchit la ligne, c'est fini, quoi. On sent, moi j'ai mon ressenti à moi, c'était c'est fini. Je suis déjà passé au lendemain parce que bon, c'est pas une course d'un jour. Le lendemain, c'était une étape de repos, mais le tour continuait, quoi. Donc on n'a pas le temps de se reposer sur ce qu'on a fait et il faut continuer à avancer, quoi. Alors juste anecdote aussi d'ailleurs, c'est que sur l'image quand vous gagnez, vous sortez une photo de votre poche, de votre t-shirt. C'est une photo de qui? Alors on suppose que c'est votre fille, mais je sais pas, on le voit pas du coup sur l'image. Alors ouais, exactement, ouais, c'est la photo de ma fille. À l'époque j'avais qu'une fille et j'avais toujours ma fille dans la poche arrière de mon maillot. Et j'ai eu le réflexe de sortir sa photo et de l'embrasser, quoi. Et bon, juste, donc Sylvain, magnifique victoire, donc le 9 juillet. Et pour couronner le tout pour l'équipage G2R, c'est que 2 jours après, il y a votre copain Cyril Dessel qui prend le maillot jaune en plus. Ah ouais, ça c'était vraiment un superbe moment. L'équipage G2R cette année-là, on avait vraiment fait un super Tour de France. Et on était vraiment un peu les extraterrestres des équipes françaises, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez jouissif de pouvoir un peu écraser comme on écrasait à l'époque, ouais. Après ta victoire, il y a la finale France-Italie en Coupe du Monde de football. Toi qui es franco-italien, bon, c'était comment du coup ce moment? Parce que on parle souvent de ta victoire comme la victoire oubliée du Tour, parce que c'était le même jour France-Italie. Pour moi, j'ai gagné 2 fois ce jour-là, moi, donc pour moi, c'était que du bonheur, hein. Alors moi, c'était quand même. Bon, je vous dis franchement, moi, le foot à l'époque, j'aimais beaucoup. Et puis bon, l'équipe d'Italie, pour moi, ça a beaucoup de signification. Et voilà, moi, mon cœur balancé pour l'équipe d'Italie. Après, la France aurait gagné, j'aurais pas pleuré non plus, hein, mais voilà, j'étais super content que l'Italie gagne. Mais depuis le départ du Tour, on chambrait pas mal parce que il y avait la Coupe du Monde et il y avait l'Italie qui était en lice. J'étais bien pote avec des gars de chez France 2 là, comme Thierry Adam, et on se chambrait pas mal. Et puis on a fait un pari, quoi. Et il a tenu son pari. Il a mis mon maillot de l'équipe d'Italie sur l'étape du surlendemain sur la moto et il avait pas le choix, quoi. Donc c'était un bon moment aussi.
Sylvain, raconte-nous un peu ce que t'as apporté cette victoire sur le Tour de France dans ta carrière. On va dire, elle m'a pas apporté grand-chose. Elle m'a apporté elle m'a plus desservi peut-être que ce qu'elle m'a servi. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, je pense que ça m'a assis un peu en fait. Ça m'a dit bon bah voilà, j'ai gagné ce que je voulais gagner. Maintenant, il se passe ce qui se passe, c'est pas grave. Donc cette victoire du Tour m'a fait un grand bien évidemment, mais ça m'a aussi peut-être fait reposer sur mes lauriers. Parce qu'on le rappelle, 2 ans plus tôt, tu gagnes le Tour de l'Avenir. Ouais, c'est clair. Ouais. J'étais pressenti pour faire peut-être une carrière plus que ce que j'ai fait. Après, je sais pourquoi j'ai pas eu peut-être la carrière que j'aurais dû avoir, je sais pas. Après, moi, j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai pas tout mis en œuvre pour pouvoir continuer sur les belles performances que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Ouais. Si tu dis ça, c'est par rapport peut-être à différentes affaires qui sont sorties pendant les années où tu as couru? Non. J'ai aucune amertume par rapport à ça parce que bon, après. On peut refaire le monde quand les gens sont pas au même niveau, quoi que ce soit. Ça, moi, j'ai aucune amertume par rapport à ça. Mais c'est l'approche du métier que j'ai eu après avoir gagné l'étape du Tour, avoir gagné de l'argent. Voilà, je me suis embourgeoisé et j'étais plus professionnel comme je pouvais l'être par le passé. Et pourquoi tu n'es pas resté? Pourquoi tu n'es pas resté dans le vélo? Aujourd'hui, tu n'es plus dans le vélo, c'est ça? Tu peux nous raconter un peu ta vie? Moi j'ai quitté le monde du vélo du jour au lendemain, par la petite porte et discrètement, quoi. Hein. Je suis pas quelqu'un de très exubérant, donc moi j'ai eu la chance que mon père avait une société de nettoyage à l'époque, et donc j'ai intégré la société 3 mois après avoir arrêté le vélo. Je pouvais pas rester sans rien faire, j'aime pas ça. 4 ans après, il a fait la passation et maintenant, j'ai repris l'entreprise familiale et puis maintenant, je m'éclate dans mon job, quoi. Et t'as pas envie, t'as gardé des contacts peut-être dans le vélo, t'as gardé des contacts avec des amis anciens coureurs. Pourquoi avoir coupé? Parce qu'en fait, faut pas se le cacher, dans le milieu du sport, c'est copain un jour et puis le lendemain, tout le monde te tourne le dos, donc les vraies personnes dans le vélo, il y en a pas 50. Et j'ai gardé contact avec Freddy Bichot, avec Cyril Dessel, qui est un super pote, avec qui on se voit encore régulièrement. Et puis c'est tout. Hein. Donc après, j'ai des nouvelles de Manu Hubert de temps en temps. Il faut savoir tourner la page à un moment donné et puis se dire, il n'y a pas que le vélo. Et quand on a envie de construire quelque chose dans sa vie personnelle et professionnelle pour faire progresser une entreprise, il faut être plus souvent au travail que d'aller voir les copains qui font encore du vélo, quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup Sylvain, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour ce moment, ce premier numéro de Comment j'ai gagné. Et puis on espère voir des victoires du même style, Sylvain, sur le Tour de France 2020. On espère. J'espère de tout cœur que les Français se mettront en évidence après un début d'année difficile pour le peuple français et pour le monde entier.